Bonjour, André Consponville pour Trouspe. Ah, il faut que je prenne un papier. Quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? J'ai toujours répondu une mouette. Et puis finalement, depuis que j'ai une maison en Normandie où j'entends beaucoup les mouettes crier, je suis moins certain de ce choix. D'abord, je ne suis pas sûr de désirer être réincarné, mais peut-être à tout prendre, maintenant je dirais plutôt un arbre. Parce que dans la Normandie, où je passe une bonne partie de l'année maintenant, il y a des arbres somptueux, et je dirais de préférence un hêtre. Enfin, j'hésiterais entre le hêtre et le chêne, mais je trouve que le hêtre a quelque chose de plus apollinien. Le chêne est un arbre plutôt tragique, torturé, toujours un peu déchiré. L'immensité pacifique du hêtre me séduit davantage. Donc voilà, disons que s'il fallait être réincarné, bien à tout prendre, je choisirais volontiers un hêtre. Deuxième papier. Si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous sauver en premier? Ça dépend. Si mes enfants sont là, c'est mes enfants, évidemment. Je veux dire avant moi. Si mes enfants sont pas là, je dois dire lucidement que c'est moi que je préférerais sauver en premier, et puis ensuite ma compagne, et puis ensuite mon chat, qui est une chatte en l'occurrence. Voilà, mais évidemment pas aucun bien matériel, aucun livre, tout ça peut brûler indifféremment. Mais c'est ce qui me frappe toujours beaucoup, c'est-à-dire qu'au fond, tous ceux qui ont des enfants savent bien que ce qui sauverait d'abord, et encore une fois avant eux-mêmes, c'est leurs enfants. C'est-à-dire pourquoi j'ai toujours dit à propos de cette pandémie que je trouvais invraisemblable qu'on veuille sacrifier l'avenir de nos enfants, la liberté de nos enfants, à la santé de leurs grands-parents. Et alors ça a choqué certaines personnes, mais j'ai reçu des dizaines, voire des centaines de mails de grands-parents qui me disaient « mais bien sûr, vous avez raison ». N'importe quel père ou mère, n'importe quel grand-père ou grand-mère est prêt à donner sa vie pour ses enfants ou ses petits-enfants, et aucun d'entre nous n'accepterait que nos enfants ou petits-enfants sacrifient leur vie pour la nôtre. Et donc, la solidarité intergénérationnelle, elle existe, mais elle est orientée, elle est asymétrique. Les parents sont là pour leurs enfants, pas l'inverse. Et donc, ce que je sauverais en premier, ce serait évidemment mes enfants. Quel est votre juron, gros mot ou blasphème favori? Bernard Pivot m'avait posé la question à apostrophe, j'avais répondu bordel de merde, et je pense que c'est toujours la même réponse. C'est pas que je l'utilise très souvent, donc je jure peu, mais quitte à jurer, je crois que bordel de merde, c'est pas mal. Il y a une autre expression que j'aime bien, mais c'est plutôt une injure, c'est il est con comme une bite. La conjonction des deux mots a quelque chose quand même de profondément réjouissant. Quel philosophe vous accompagne? Alors voilà une question un peu plus philosophique et littéraire à la fois. J'ai toujours pensé que les Méditations métaphysiques de Descartes étaient le plus beau livre de philosophie jamais écrit en quelque langue que ce soit. C'est écrit en latin, c'est pas du français. On le lit ordinairement en traduction, mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Mais je ne suis pas du tout cartésien, donc j'admire à genoux la beauté de ce chef-d'œuvre, mais je m'y reconnais peu. Donc mes chefs-d'œuvre de prédilection, ceux dans lesquels je me suis reconnu, dans lesquels je me reconnais encore. Le premier, ça a été Épicure, le deuxième, ça a été Spinoza. Marx et Freud aussi, parce que c'était les années 68, et je garde beaucoup d'admiration pour Marx et pour Freud, mais j'avoue que maintenant, il m'importe l'un et l'autre beaucoup moins qu'Épicure ou Spinoza, et beaucoup moins que Montaigne. Voilà, le dernier qui m'a bouleversé, alors que j'ai lu assez tard, beaucoup plus tard qu'Épicure, Descartes, Spinoza ou Kant, vers la trentaine. Je me suis plongé dans les essais de Montaigne, chef-d'œuvre absolu, comme les Méditations de Descartes, mais plus subjectif, plus singulier, un peu moins philosophique, moins spéculatif, un peu plus ou beaucoup plus littéraire. Et puis surtout, Montaigne est un philosophe et un écrivain. Philosophe de grand talent, écrivain de génie. Je mets l'écrivain encore plus haut que le philosophe chez Montaigne, mais ce que j'aime chez le philosophe, c'est qu'il ne croit pas tout à fait à la philosophie. Voilà. Il nous apprend à douter de la philosophie, à douter de nous-mêmes, à douter de lui-même. C'est un philosophe sans système, un philosophe sans dogmatisme.
c'est le plus libre des esprits libres. Et puis moi, il a beaucoup compté pour moi parce que quand j'ai lu Épicure et Spinoza, là j'avais 18, 19, 20 ans, cette sagesse absolue qu'il propose, reconnaissons que ça m'est un peu monté à la tête. Quand Épicure, à la fin de la lettre à Ménécée, écrit « Médite ces leçons et tu ne seras jamais troublé, mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. » À 18 ans, ça m'a paru formidable. De même quand Spinoza, dans l'Éthique, explique à la fin de l'Éthique que le sage, l'homme libre, encore n'est jamais troublé. Et que la part de lui qui mourra, c'est comme rien par rapport à la part de lui qui est éternelle. Épicure et Spinoza sont des génies. À 18, 19, 20 ans, forcément, ça m'a fasciné. Mais écoutez, j'ai 68 ans. Si je vous disais devant votre caméra, je vis comme un dieu parmi les hommes, vous me prendriez pour un fou, pour un imbécile. Et donc Montaigne m'a aidé à faire mon deuil de cette sagesse absolue qui m'a tellement fasciné dans ma jeunesse, la jeunesse d'un Épicure, la jeunesse d'un Spinoza, parce qu'au fond, ce que Montaigne propose, c'est ce que j'appelle une sagesse de second rang. Une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, précisément, au sens où Épicure ou Spinoza pouvaient l'être, une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, qui n'envisagent même pas de le devenir, mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter. Et cette sagesse-là, cette sagesse qui ne croit pas tout à fait à la sagesse, Montaigne écrit merveilleusement « Tant sage qu'il voudra, mais enfin c'est un homme, qu'est-il plus caduc et plus de néant ?» J'admire qu'un sage, c'est un sage à sa façon, ait ce rapport distancié par rapport à la sagesse. Voilà, c'est un sage qui ne croit pas à la sagesse, c'est un philosophe qui ne croit pas tout à fait à la philosophie, c'est un écrivain qui ne croit pas tout à fait à la littérature, ce qu'il appelle l'écrivaillerie. Et c'est pourtant peut-être le plus grand écrivain français, c'est ce que disait André Gide, qui s'y connaissait en littérature. Moi je dirais c'est l'un des deux plus grands écrivains français, avec Victor Hugo, mais c'est vraiment de ce niveau-là. C'est un excellent philosophe et la conjonction des deux, écrivain de génie, philosophe de grand talent et encore une fois le plus libre des esprits libres, c'est formidable. Et puis l'homme est merveilleusement sympathique, parce que tous les génies ne sont pas sympathiques. Et donc tout le monde l'a dit, que ça soit Goethe, Stefan Zweig, Flaubert. Bien sûr qu'on admire le génie qu'est Montaigne, mais en même temps on l'aime comme un ami. Et cette rencontre-là, c'est quand même une chance formidable. Et c'est pourquoi j'ai publié, ce qui me vaut ma présence en Suisse aujourd'hui, ce dictionnaire amoureux de Montaigne, où j'ai essayé d'expliquer cette histoire d'amour, finalement, si j'ose dire, entre Montaigne et moi. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise après votre mort? Ah, mais là, vous pompez carrément Bernard Pivot, parce que là aussi, j'ai répondu à cette question chez Bernard Pivot, tu vas avoir 20 ans maintenant, ça devait être en 95, donc ça fait 25 ans, mon Dieu. Et j'avais répondu, alors que je me rappelle, parce que Pivot nous prévient à l'avant, donc on a le temps un peu d'y réfléchir. Ah oui, j'avais répondu, je voudrais que Dieu me dise, Dieu auquel je ne crois pas, j'avais répondu, je voudrais que Dieu me dise, il y a longtemps que je t'aime. Parce qu'au fond, ce qu'il y a de beau dans le christianisme, c'est l'idée d'un Dieu d'amour, évidemment. Et tout le monde a envie d'être aimé. Alors, c'est l'une de mes raisons d'être athée, c'est que la religion, notamment le christianisme, correspond tellement bien à nos désirs les plus forts que j'ai tout lieu de penser qu'elle a été inventée pour satisfaire ces désirs. Désir de ne pas mourir ou de ressusciter, désir d'être aimé. Mais voilà, si Dieu existait, et si Dieu, comme le dit le christianisme, était amour, eh bien, je serais content qu'il me dise ce qui est sans doute vrai, au fond. Qu'il y a longtemps qu'il m'aime. C'est pourquoi je me définis toujours comme athée fidèle. Athée parce que je ne crois en aucun Dieu, mais fidèle parce que je reste attaché aux valeurs du christianisme en l'occurrence, et spécialement au message évangélique. Moi j'étais chrétien catholique jusqu'à l'âge de 17-18 ans et j'ai continué de trouver que les évangiles sont l'un des beaux textes de l'humanité. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? Les imbéciles prétentieux. Il n'y a aucun doute. La bêtise me gêne pas trop, la prétention m'agace davantage, mais la conjonction des deux, les imbéciles prétentieux, je trouve ça vraiment horripilant. Quelle qualité préférez-vous chez une femme? Alors j'ai encore me faire traiter pas du tout de misogyne, mais de macho peut-être, ou de genré, parce qu'effectivement on pourrait dire qu'on aime les mêmes qualités chez un homme et chez une femme, c'est pas tout à fait vrai. Parce que je trouve que la douceur chez une femme est quelque chose de bouleversant. D'ailleurs aussi chez un homme. D'ailleurs,
Ma douceur, c'est l'un des mots d'amour que je dis à ma compagne. Et ma compagne est extrêmement intelligente et courageuse. Mais je ne l'appelle pas, c'est vrai, mon intelligente ou ma courageuse. Je l'appelle ma douceur et ça dit quelque chose d'elle, ça dit quelque chose de moi, il me semble que ça dit quelque chose de l'humanité. C'est bien que l'humanité soit sexuée. Et c'est pas hasard si 95% des crimes de sang sont faits par des hommes. La violence des mâles m'insupporte. Et la douceur, non pas de toutes les femmes, mais de la plupart des femmes, me réconforte. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Flaubert, ça serait bien. C'est un immense écrivain. Et avec la vie, un rapport un peu qui correspond un peu au mien, qui est un rapport quand même un peu mélancolique. C'est-à-dire que ni lui ni moi, nous sommes tout à fait satisfaits par ce qu'est cette vie. Mais bon, on essaye de l'aimer comme elle est, et Flaubert comme moi, on pense que Montaigne est un maître justement, pour nous aider, nous qui sommes plutôt des mélancoliques, pour nous aider à aimer la vie telle qu'elle est. Quel est le meilleur moment pour écrire? Alors, pour moi, c'est le matin, il y a aucun doute. Plutôt les premières heures du matin, entre 8 et 10, je pense que c'est là où j'ai l'air le moins intelligent parce que je suis pas encore bien réveillé et je crois que c'est l'heure où je le suis le plus. Que pensez-vous de cette citation? Seul l'amour peut garder quelqu'un vivant. Oui, en un sens, d'ailleurs, celui qui n'aimerait rien, c'est la façon dont Freud définit la mélancolie. Alors la mélancolie, pas au sens évoqué tout à l'heure, la mélancolie au sens psychiatrique, l'effondrement dépressif. Le mélancolique, dit Freud, c'est celui qui a perdu la capacité d'aimer. Or, c'est une urgence psychiatrique parce que le suicide est à craindre dans les heures qui viennent. Si vous voulez. Quand on n'aime rien ni personne, même pas soi, effectivement, à quoi bon vivre? Et donc le risque de suicide est proche. J'ajouterais simplement que l'amour peut garder quelqu'un de vivant un certain temps. Mais l'amour n'a jamais empêché personne de mourir. Et au fond, voilà, le Cantique des Cantiques nous dit que l'amour est aussi fort que la mort. Eh bien, je n'en crois rien. La mort est plus forte, malheureusement. Je préférerais l'inverse. Mais la mort est plus forte que l'amour, non pas qu'on ne puisse pas aimer les morts. Toute personne en deuil sait bien qu'on peut aimer les morts, mais parce que rien ne m'autorise à penser que les morts, eux, peuvent nous aimer. Et vous pouvez aimer passionnément votre enfant, si votre enfant meurt, ça n'y changera rien. Et c'est quelque chose, en l'occurrence, que j'ai vécu. Alors, de quel auteur suisse aimeriez-vous offrir un livre à un ami vivant à l'étranger? Là, c'est la colle, parce qu'au fond aussi, il y a Rousseau, évidemment. Alors, mon ami Francis Wolff me dit, mais quand tu parles de la tradition française en philosophie, tu dis Montaigne, Descartes, Pascal, Voltaire, Montesquieu, Diderot, tu dis jamais Rousseau. Alors qu'il coche toutes les cases de ce que j'appelle la tradition française en philosophie, dire la clarté, le génie littéraire, le refus du charabia, et tout ça, c'est très vrai. Et je lui ai répondu, mais c'était vrai aussi, c'est que Rousseau s'est toujours voulu citoyen de Genève. Je n'ai aucune raison de l'approprier à la France. Et donc je pense que Rousseau, qui est un immense philosophe, un immense écrivain, personnage un peu difficile en vérité, un peu parano, mais et peut-être l'écrivain, voilà, offrir les rêveries d'un promeneur solitaire à un ami, c'est quand même très bien. Mais si on veut un Suisse d'aujourd'hui, je ne peux pas éviter de nommer mon ami Roland Jacquard, qui est à Lausanne en ce moment, parce qu'il ne supporte plus le climat parisien, non pas la météo malheureusement, mais ces masques, cette peur, cette dépression qui est en train de s'emparer de notre malheureux pays. Je parle de la France, et donc j'ai envoyé un mail à Roland il y a quelques jours. D'habitude, il était à Paris, là il est en Suisse en ce moment, parce que je voulais lui envoyer mon dictionnaire amoureux de Montaigne. Donc, je lui ai dit, t'es où? T'es à Paris, je te l'envoie maintenant. Il me dit, non, je suis à Lausanne. Et je lui dis, alors à Lausanne, est-ce qu'on porte le masque? Il me dit, dans les magasins, oui, c'est normal. Comme moi, dans le métro à Paris, je trouve ça normal de porter le masque, mais dans la rue, non. Et j'avoue qu'en arrivant ici, à Lausanne, et longeant le lac jusqu'à Vevey, je voyais ces gens profiter du soleil, sans masque. Une nouvelle fois, j'ai envié la Suisse. Si vous pouviez remonter le temps, quel moment ou quelle époque choisiriez-vous? Dépend de quoi on parle. Moi, je suis très content de vivre aujourd'hui. Je ne parle pas là depuis la pandémie, mais
j'ai pas de nostalgie des siècles passés. Je trouve que au 19e, 18e, 17e siècle, Moyen-Âge, l'Antiquité, la vie était beaucoup plus injuste qu'elle ne l'est aujourd'hui. L'esclavage, le servage, la condition ouvrière au 19e siècle, c'est une horreur absolue. Et donc je fais pas partie de ceux qui pensent que c'était mieux avant, pas du tout. Sauf d'un point de vue artistique, et peut-être parfois intellectuel. Ce qui s'est passé en musique au XVIIIe siècle en Europe ne s'était jamais produit, ne se reproduira jamais. Que Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms aient vécu en quoi, je ne sais pas, pour vérifier, mais un siècle et demi, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc bien sûr que je regrette cette époque-là. J'ai un peu de regret de la belle littérature française du début du XXe siècle. Gide, Proust, Paul Valéry, Alain, Roger Martin du Gard, tous ces gens qui se connaissaient, qui s'estimaient. J'ai la nostalgie pour le XVIIe siècle français. Que Descartes et Pascal aient été contemporains, mais comme Rembrandt, Vermeer et Spinoza en Hollande, rien que ça, c'est hallucinant que Vermeer, Spinoza et Rembrandt aient vécu à quelques dizaines de kilomètres, et parfois, pour ce qui est de Rembrandt et Spinoza, à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Mais bon, on souffrait atrocement, la médecine était dans un état sans commune mesure avec le nôtre, et donc il vaut mieux vivre aujourd'hui. À nous de faire en sorte qu'on essaye peut-être d'avoir une musique, une peinture, une littérature, une philosophie qui ne soit pas trop indigne de nos immenses et géniaux prédécesseurs. Pour ce qui est de moi, c'est un petit peu différent, parce que moi, mon âge de prédilection, c'est l'adolescence. Et donc, je ne me reconnais jamais mieux qu'à 17 ans. Et comme j'avais 17 ans en 1969, et donc 16 ans en 1968, j'ai un peu de nostalgie pour ces années-là. Pas tellement pour mes 68, que j'ai vécu passionnément, évidemment, qui a changé toute ma vie à certains égards, mais pour l'adolescence, ce mélange de fraîcheur, d'ouverture, de disponibilité, de sensualité diffuse. Voilà, donc c'était pas mieux avant, mais avant j'étais plus jeune. J'étais pas plus heureux, bizarrement. Je suis plus heureux maintenant qu'à 17 ans. Mais au fond, j'aime mieux avoir 17 ans sans être heureux qu'en avoir 68 en étant plus heureux que je ne l'étais à 17 ans. Et ça, il faudrait que j'y réfléchisse pour savoir exactement pourquoi. Mais je suis comme Montaigne. J'aime pas la vieillesse, j'adore la jeunesse. Et c'est pourquoi je pèse quand on prétend empêcher nos jeunes gens de faire la fête sous prétexte que c'est dangereux pour leurs grands-parents. Je trouve l'idée totalement hallucinante. Que pensez-vous de cette citation ? Demain, c'est le pays du hasard. Ben oui, moi je crois beaucoup, enfin je crois au hasard, il n'y a pas à y croire, c'est un fait. C'est quoi le hasard ? Un fait est hasardeux quand il résulte de la conjonction d'au moins deux séries causales indépendantes l'une de l'autre. Et de ce point de vue, le hasard est innombrable, les séries causales sont innombrables, la plupart sont indépendantes les unes des autres, et donc si je suis né, déjà c'est par hasard. Parce que la série causale qui a fait naître mon père et la série causale qui a fait naître ma mère sont parfaitement indépendantes l'une de l'autre. Et donc mon père et ma mère auraient pu ne naître ni l'un ni l'autre, et donc évidemment je ne serais pas né non plus. Et c'est bien, je ne crois pas au destin, je ne crois pas à la providence, mais je constate qu'il y a du hasard et de la nécessité. Et c'est pas la même chose, parce que je mourrais par hasard. Ce sera un cancer, un accident, un AVC, que sais-je, le Covid-19, pourquoi pas. Mais il n'est pas hasardeux que je meure. Je mourrai nécessairement. Et c'est parce que la mort est nécessaire qu'on peut accepter sereinement telle ou telle de ses formes. C'est pourquoi les gens qui s'affolent sur la Covid-19 me laissent toujours un peu perplexe, parce que moi je souhaite vivre le plus longtemps possible. Si j'attrape le Covid, je souhaite qu'on me soigne le plus efficacement possible, mais à tout prendre, j'aime mieux attraper la Covid-19 et même éventuellement en mourir que de finir Alzheimer, comme mon père l'a fait, comme ma belle-mère vient d'en mourir d'Alzheimer là, pendant le confinement en France. Ça aussi, ça m'étonne toujours. Il y a en France, j'ai pas les chiffres pour la Suisse, mais il y a en France 225 000 nouveaux cas de la maladie d'Alzheimer chaque année. 225 000 nouveaux cas. Taux de guérison d'Alzheimer, 0%. Taux de guérison de la Covid-19, 99,5%. Le taux de mortalité actuellement est estimé par les médecins en France de 0,5%. Comment n'aurais-je pas bien plus peur de la maladie d'Alzheimer
que je connais bien, qu'une fois mon père en est mort, ces années d'horreur, puis pour la famille, pour mes enfants, le poids que ça représente, que je n'ai peur de la Covid-19, que j'ai peut-être une chance sur 2 ou sur 3 d'attraper. Si je l'attrape, même à mon âge, j'ai encore 95 chances de guérir. Je trouve que cet affolement autour de ce coronavirus est totalement déraisonnable. Puis moi, j'ai de moins en moins peur de la mort. Et en plus, c'est normal, parce que j'ai beaucoup moins à perdre. Quand ça fait votre âge, j'avais beaucoup plus à perdre d'une mort prématurée qu'aujourd'hui. D'ailleurs, j'en ai fait un aphorisme, vous savez, en pensant à la sottise de Séguéla, le publicitaire en France, qui a dit un jour, évidemment sottement, mais ça avait fait du buzz, après 50 ans, si t'as pas une Rolex, c'est que t'as raté ta vie. Alors moi, je me suis fait un aphorisme un peu ironique, mais j'ai écrit un jour dans un carnet, après 65 ans, si tu as encore peur de la mort, c'est que t'as raté ta vie. Comment imaginez-vous les années 2050 ? J'espère sans masque. Vous allez me dire que je suis obsédé. Mais quand on vient de Paris, on est forcément obsédé. Mais par contre, un sens, le masque, c'est pire que le confinement. D'abord parce que le confinement, on savait bien que ça serait efficace. Et alors que pour ce qui est du masque, c'est douteux, on dirait même des experts. Le confinement, on savait bien que ça serait efficace. Et surtout, on savait bien que ça ne pouvait pas durer. Parce qu'économiquement, au bout de 6 mois, les gens, à la limite, seraient morts de faim dans les rues de Paris, si vous voulez. Alors que le masque, ça peut durer jusqu'à 2050 et au-delà. Si en 2050, le virus est toujours là, si on n'a pas de vaccin efficace, vous imaginez porter le masque pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans? Moi, je serais mort depuis longtemps, mais ça me paraît l'enfer, si vous voulez. Et donc, voilà, espérons qu'en 2050, nous ne serons pas masqués. Alors, comment j'envisage la vie? Enfin, la question, c'est comment imaginer les années 2050? Ben, évidemment, je ne sais pas. Ce qui m'inquiète le plus, encore bien plus que le masque, c'est la surpopulation, c'est le réchauffement climatique. Et là encore, je m'étonne que tout le monde s'affole sur le coronavirus dont le taux de mortalité est de 0,5% et qu'on parle si peu du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique fera beaucoup plus de morts et dans des conditions bien plus atroces que la Covid-19. Alors si on échappe à la surpopulation, mais en 2050, on annonce quand même 9 milliards et demi, 10 milliards, peut-être plus d'êtres humains, c'est quand même beaucoup. Si on échappe, si on arrive à maîtriser à peu près le réchauffement climatique, il n'est pas exclu que la démocratie s'étende, que nous vivions en paix, mais c'est pas certain non plus. Et je dois dire, quand je vois la montée des populistes, la montée des fanatismes dans d'autres pays, ce climat d'intolérance, de haine, quand je vois le mélange de bêtises, de violence et de haine qui s'étale sur les réseaux sociaux, il m'arrive d'être inquiet. Mais bon, enfin, le pire n'est pas toujours sûr. Mais je suis certain que c'était pas mieux avant, mais ça ne prouve pas que ça sera mieux demain. Moi, je suis progressiste, je crois au progrès, mais le progrès, c'est pas une ligne droite, c'est pas garanti. C'est à nous de faire en sorte que la paix que nous vivons dans nos pays depuis des décennies continue. C'est à nous de faire en sorte que le progrès social, même insuffisant, mais enfin, il y a quand même la vie des ouvriers, des pauvres est quand même beaucoup moins dure en France ou en Suisse aujourd'hui qu'au 19e siècle ou même qu'au début du 20e siècle. À nous de faire que ce progrès continue. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu gêné par les gens qui vous répètent, qui vous ressassent que c'était mieux avant, parce que c'est un discours démobilisateur pour les jeunes. On laisse entendre aux jeunes, ah, t'as pas de chance. T'aurais connu le début du XXe siècle, t'aurais connu les 30 glorieuses, le pied que c'était, mais t'es tombé au fond du trou. T'es tombé dans la pire des époques. Bah, évidemment, ils n'ont plus qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Si l'on disait au contraire, tu as une chance formidable. Jamais les sciences n'ont fait autant de progrès qu'aujourd'hui. Jamais la sécurité sociale n'a été aussi efficace dans nos pays qu'aujourd'hui. Jamais la vie n'a été aussi longue qu'aujourd'hui. Jamais la souffrance physique n'a été combattue aussi fortement qu'aujourd'hui. Jamais la vie politique n'a été aussi libre qu'aujourd'hui. On est plus libre en France politiquement aujourd'hui que du temps du général de Gaulle et de l'ORTF. Bats-toi pour que ça continue. Ça sera quand même autrement mobilisateur que ce discours qui tend à leur dire « t'as vraiment pas de peau, t'es né à la pire des époques », ce qui, historiquement, est évidemment faux. Mais encore une fois, le fait que ça soit mieux aujourd'hui qu'hier ou qu'avant-hier, ça ne prouve pas que ça ne sera pas pire demain. À nous d'agir pour l'éviter. Qui choisiriez-vous pour illustrer un nouveau billet de banque ? C'est une bonne question. Je pense à Pascal, mais qui, quand j'étais jeune, il y avait des billets de banque, je crois que c'était les 100 francs, il me semble, qui étaient illustrés par Blaise Pascal. Pour illustrer un billet, non, je voudrais une femme. Voilà.
voudrais une femme et je choisirais Ethel Soum, jeune femme juive hollandaise qui est, puisque maintenant on fait l'euro, ça serait un billet d'euro, qui est morte à Auschwitz en 1943. Cette femme me bouleverse, je l'aime infiniment, je l'ai écrit comme on aimerait être son frère, son fils, son mari, son amant, son ami. Elle a écrit ce que je tiens pour l'un des plus beaux, peut-être le plus beau des chefs-d'œuvre spirituels du XXe siècle, son journal intime, qui est un vrai journal et qui est un chef-d'œuvre absolu, qu'on a publié en français sous le titre « Une vie bouleversée ». Donc voilà, faisons un billet illustré par le beau visage d'Ethel Soum. Quelle réforme politique estimez-vous le plus? C'est une réforme politique, le suffrage universel, évidemment, qui n'est pas si ancien, parce qu'en France, les femmes ne votaient pas jusqu'en 1945. Le suffrage universel, et citons une réforme sociale, la sécurité sociale. Mais rien que ces deux petites choses, ça veut dire qu'on a une chance formidable, parce que si on avait parlé de ça, et de la sécu, et du suffrage universel à Spinoza, mais il aurait dit, mais c'est le paradis. Si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, lequel choisiriez-vous? Je choisirais celui qui est à l'origine de tous les autres, c'est-à-dire la surpopulation. Si on n'était que 1 milliard, comme au début du XXe siècle, on arriverait à gérer les ressources limitées, à gérer le réchauffement climatique. À 7 milliards, c'est très très difficile. À 9 milliards et demi, peut-être en 2050, ça va devenir encore plus compliqué. Le seul problème, c'est que pour régler le problème de la surpopulation, on connaît que deux moyens. La mort, et c'est quand même un moyen très désagréable, on va pas tuer 5 milliards d'individus pour faire de la place, et le contrôle des naissances. Mais alors autoritaire, comme en Chine, c'est insupportable. On va pas non plus interdire aux gens qui s'aiment de faire des enfants. Et donc je vois pas comment je pourrais faire. Mais si par une baguette magique, je pouvais résoudre un problème, ça serait celui-ci. Il faut ajouter, vous savez, les gens ont tendance à dire c'est de notre faute, on est mauvais, on est méchant, on a tout raté. Moi je dis au contraire, nous sommes punis par où nous n'avons pas péché. Il est écrit dans la Bible, croissez, multipliez-vous, c'est ce qu'on a fait. Et patatras, on est trop nombreux pour la planète. Et pas parce qu'on ferait des enfants comme des lapins. On n'a jamais fait aussi peu d'enfants. Depuis 200 000 ans que l'humanité existe, jamais le taux de natalité n'a été aussi bas en moyenne mondiale qu'aujourd'hui. Si on est trop nombreux, c'est pas parce qu'on fait trop d'enfants. C'est parce que les enfants ne meurent plus en bas âge. On va quand même pas se scandaliser que les bébés ne meurent plus, si vous voulez. Et donc, vous voyez, on a fait des progrès considérables en matière de santé, de diététique, d'hygiène. Nos enfants ne meurent plus en bas âge. Et le prix à payer, c'est la surpopulation. Nous sommes punis par où nous n'avons pas péché, mais malgré tout, il faut bien affronter le problème et il va falloir contrôler les naissances. Alors en Europe, on y arrive, beaucoup de pays, l'Italie, l'Espagne, et aussi en Asie, le Japon sont très en dessous de 2,1 enfants par femme, qui est le seuil, comme vous le savez, de reproduction de la population. Il suffirait qu'on tombe à 1,9 enfants par femme à l'échelle du monde pour que la question soit réglée en quelques décennies, éventuellement quelques siècles. Beaucoup de pays ont déjà pris ce chemin de façon démocratique, sans contrôle autoritaire des naissances. Souhaitons que l'Afrique arrivera, une partie de l'Asie, mais c'est surtout en Afrique actuellement que la surpopulation est inquiétante. Souhaitons que l'Afrique arrive à suivre le même chemin. J'ai lu une nouvelle dans la presse. Les démographes ont calculé qu'au rythme actuel des naissances au Japon, le dernier japonais mourra dans 700 ans. Leur population décroît, dans 700 ans, il n'y en aura plus aucun. Donc c'est pour dire que la surpopulation, c'est pas forcément un phénomène irréversible, mais à condition qu'on donne les moyens de limiter les naissances. Quel est le son, le bruit que vous aimez entendre? J'ai envie de dire le silence, mais que jamais un silence complet, mais voilà le bruit du vent qui passe dans les arbres. Vous savez ce qu'écrit Montaigne dans les essais, le vent plus sage que nous, je suis de la phrase de mémoire, qui ne cherche pas la permanence, mais qui s'aime à bruire et à s'agiter, sans chercher la constance, l'immuabilité, qualité non sienne, dit Montaigne. Voilà. Accepter, ce que j'appelle la sagesse du vent, accepter d'être impermanent, accepter d'être passant dans le passage, si vous voulez. Voilà, le bruit du vent qui s'aime à bruire et à s'agiter, comme dit Montaigne. Et par quoi le vent, au fond, est une leçon de sagesse.
Qu'est-ce qui vous rend heureux? Ben là, pour le coup, l'amour. Évidemment, là, je retrouverai Oscar Wilde. Aimer, être aimé, mais plutôt aimer. La vraie joie, c'est d'aimer. Spinoza définit l'amour en disant l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Autrement dit, aimer, c'est se réjouir. Se réjouir de l'existence du monde, de la vie, de Mozart, du lac Clément, mais se réjouir aussi de l'existence de celui ou celle qu'on aime. Et je crois qu'il est, vous savez, Aristote disait, sans amis, personne ne choisirait de vivre. Un ami, c'est quelqu'un qu'on aime, c'est quelqu'un dont l'existence nous réjouit, et c'est donc évidemment l'amour qui fait le bonheur. Mais l'amour, encore pour moi, le fait d'être aimé que le fait d'aimer. Quelle devise ou maxime vous accompagne? Il y a une devise que j'ai trouvée dans les écrits intimes de Baudelaire, qui m'a peut-être sauvé la vie. Baudelaire, donc dans les papiers intimes de Baudelaire, je dis bien, Baudelaire écrit « Il faut travailler, sinon par goût, du moins par désespoir. Tout compte fait, travailler est moins ennuyeux que s'amuser. » Et quand j'ai lu cette phrase, c'était après la création de philosophie, donc j'avais 23, 24 ans, un peu déprimé parce que j'avais eu la grecque, mais du coup je savais plus trop quoi faire de ma vie. Je me suis mis au boulot. J'ai commencé à écrire un peu sérieusement. Et je crois qu'effectivement, comme dit Montaigne, nous sommes nés pour agir et qu'au fond le travail est une action utile. Enfin, quand on a la chance de faire un travail qui vous plaît, moi quand je parle de travail, c'était moins l'enseignement que le fait d'écrire, de commencer mon premier livre. Mais je crois que cette maxime-là, oui, il faut travailler, sinon par goût, du moins par désespoir, m'a peut-être bien sauvé la vie. Quel est votre romancier préféré? Alexandre Dumas. J'ai relu, pendant le confinement, j'avais du temps, l'intégralité de la trilogie des Trois Mousquetaires. Donc les Trois Mousquetaires, 20 ans après, le Vicomte de Bragelonne, pour une raison particulière, c'est qu'il y a un cahier de Lerne qui doit sortir sur Alexandre Dumas, et la patronne des cahiers de Lerne, sachant que j'aimais beaucoup Alexandre Dumas, m'a demandé d'écrire un texte. Et j'ai fait un texte sur Athos, parce qu'en vérité, c'est là où je voulais en venir, évidemment que je mets Flaubert, Proust ou Balzac plus haut qu'Alexandre Dumas comme génie littéraire, ça va de soi, mais c'est surtout que mon personnage littéraire préféré, pour prendre une question qu'on trouve dans le questionnaire de Proust et que je n'ai pas trouvé pour l'instant dans vos papiers, mais depuis toujours, mon personnage littéraire préféré, mon héros littéraire préféré, c'est Athos. Et j'ai écrit un texte pour expliquer pourquoi Athos, qui est le plus désespéré des 4 mousquetaires, le plus mélancolique, mais aussi le plus noble au sens moral du terme, le plus héroïque, le plus courageux, le plus admirable, et d'ailleurs c'est ce que D'Artagnan ne cesse de lui dire, pourquoi l'image d'Athos m'a bouleversé à ce point. Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire? On pense à un gardien de prison, évidemment, ça doit être très, très difficile. Je pense aux gens qui travaillent dans ce qu'on appelle les EHPAD en France, les maisons de retraite médicalisées, où on est confronté à des grands vieillards, à leurs souffrances, à leurs ennuis, à leurs déchéances, parfois. Il y a beaucoup de métiers très, 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 très difficiles. Et puis il y a le vertige. Moi, j'aurais pas pu, quand je vois des alpinistes ou des gens en haut des échafaudages, là vraiment, physiquement, j'aurais été incapable. Quel est votre mot préféré? Peut-être vérité. Je trouve qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas assez. En tout cas, pour un intellectuel, l'amour de la vérité me paraît la principale vertu. Je suis frappé de voir dans les débats actuels, c'est pas toujours la vertu la plus présente, malheureusement. Quel lieu se rapproche pour vous de la cité idéale? Mon père nous emmenait des fois à Saint-Malo, où il avait passé une bonne partie toutes ses vacances d'enfance, parce que son père adoptif habitait à Saint-Malo. Et bizarrement, dans une enfance un peu sombre qui était la mienne, les moments à Saint-Malo font partie de mes rares souvenirs d'enfance heureux. Et ça explique peut-être que j'ai pour cette belle ville de Saint-Malo cet amour particulier. Quelle est votre drogue favorite? Alors on retrouve une question de Bernard Pivot. J'avais répondu la sexualité et je le maintiens. Alors, malheureusement à mon âge, évidemment, je peux en profiter un peu plus rarement que dans ma jeunesse. Mais oui, parce qu'une drogue, c'est quoi? C'est quelque chose qui donne du plaisir, donc on n'est pas plus fort que la sexualité, quelque chose qui apaise, qui détend, la sexualité y parvient fort bien, quelque chose qui excite, parfois Dieu sait que la sexualité y parvient. La sexualité est à la fois le plus fort des plaisirs, évidemment, le plus troublant,
et je crois que c'est encore plus le trouble que le plaisir. Hein. Au fond, l'orgasme, c'est formidable, mais le désir, c'est encore meilleur en quelque chose. Donc là-dessus, vous voyez, je n'ai pas changé. Ma drogue préférée reste la sexualité. Quel est votre principal défaut? Alors là, c'est une question du questionnaire de Proust. À 17 ans, j'étais fier de moi parce que j'avais répondu l'orgueil. Et puis après, il y a une autre question dans le questionnaire de Proust, c'est quelle est votre principale qualité? J'avais répondu l'orgueil. Je pourrais dire la même chose. Je continue à penser au fond que l'orgueil doit être mon principal défaut. Sauf que je ne crois plus du tout que l'orgueil soit une qualité. Alors, je ne sais pas si quelle est votre principale qualité dans votre questionnaire, mais je dirais volontiers le courage. Je ne suis pas du tout un héros, mais je crois que je suis quelqu'un de courageux. Pourquoi faire de la philosophie? C'est amusant de terminer par ça, pour vivre, évidemment. Je dis toujours, philosophie, il s'agit de penser mieux pour vivre mieux. Vous savez, Deleuze disait, si vous pensez que la philosophie ne sert à rien, n'en faites pas. Je pense qu'il avait raison, mais à quoi ça peut servir? Bien sûr pas à faire des livres, bien sûr pas à philosopher, on ne peut pas passer sa vie à faire des livres. Les livres ne servent que dans la mesure où ils nous aident à vivre mieux. Donc à quoi sert la philosophie? Ça sert à vivre, et en l'occurrence, ça sert à vivre mieux. Et c'est là encore exactement la conception qu'en avait Montaigne, ce qu'il appelle la pure et naïve philosophie, naïve au sens de naturel. La vraie philosophie, c'est celle qui nous aide à vivre mieux.